Et bienvenue dans la vidéo de présentation du keygen de Red Star West, donc DPR keygen, pour la blague. Donc, présentation technique et détaillée, donc on va rentrer en profondeur, ce ne sera pas des slides qui vont vulgariser le keygen, comment ça fonctionne, et histoire de dire, voilà, il existe, et faites-en ce que vous voulez. Là, on va entrer un peu plus en profondeur dans le code, comment c'est foutu, comment j'ai plus ou moins réfléchi le truc, enfin, bah, voilà, on va entrer un peu plus en profondeur dans l'intimité du binaire. Donc, pour ça, il vous faut d'abord lancer Red Star OS. Donc, on va l'installer. Dans la version, donc c'est bien du Red Hat. Par contre, 32 bits, oui, mais prenez Red Hat 6. En général, ça boot mieux. De temps en temps, quand je prends Red Hat plus récent, ça va merder. Alors, le pourquoi du comment, c'est parce que la date de Red Hat 6, de mémoire, coïncide avec celle de Red Star OS. C'est basé dessus, hein, évidemment. Donc j'ai moins de problèmes de boot en prenant ça que l'autre. Bref, ça on skip. Hardware, voilà, on va mettre 2 CPU, voilà, on finish. On démarre la machine et il n'y a plus qu'à attendre que ça boot. Hop, voilà, ça a booté. Amène là. Voilà. Tac, tac. J'ai vu du texte défiler, c'est plutôt bon signe. Et voilà. Donc, on est devant un écran. Donc, on a ici la machine ID. Et on a ici le champ d'input pour la clé licence qui est demandée. Évidemment, nous ne l'avons pas. Donc, comment faire? C'est très simple. Vous compilez l'outil, voilà, donc le lien dans la description, tout ça, tout ça. Vous avez en sortie un binaire d'IPR keygen. Donc, on peut l'exécuter. Et en paramètre, on doit juste donner le machine ID qui est ici. Donc, RSS 3 57 B6 ED 72 0080. Donc évidemment le machine ID est généré et unique à chaque machine, donc vous n'aurez pas le même quand vous l'installerez vous, donc évidemment vous n'aurez pas la même clé de licence. On exécute, on a donc la clé de licence qui est donnée. Alors évidemment si je tente de rentrer même un truc vide, ça ne marche pas, ça me dit veuillez rentrer une licence valide. Donc c'est ce qu'on va faire, donc 52, j'ai fait n'importe quoi. 52, je fais toujours n'importe quoi. 07, 43, 81, 1, 1, 1, C, 430 E, FB, 0, E. Et là, quand on rentre, ça fonctionne et je peux donc continuer l'installation. Donc on a fini avec la VM. Rappelez-vous bien qu'il y avait donc un machine ID et un input pour une clé de licence. Ça sera utile pour la suite. Je vais pouvoir remettre ça en grand écran. Voilà. Donc on va directement entrer dans le code et je ferai quelques allers-retours avec la machine ici. J'aurai quelques trucs à vous montrer de temps en temps. Mais on va quand même commencer par le début. Tiens, pour commencer par le début, on va quand même lire en fait le message de Slipstream, donc celui qui a fait leaker le Star OS sur internet. Donc on a bien ce fichier, on n'a pas boot ISO parce que lui en fait ce qu'il fait, c'est que lui demande de boot le boot.iso et ensuite de faire un hot swap avec le vrai fichier Red Star OS. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a nopé. En gros, il a blanqué, il a mis des valeurs qui ne sont pas exécutées. 12 octets dans le premier ISO. Ce qui fait que quand on l'exécute, ces 12 octets ne sont pas exécutés, et quand le hot swap avec Star OS 3, c'est le vrai ISO derrière qui est pris en charge et qui va charger et installer Red Star OS. Et donc ce qu'il dit, c'est le premier écran, voilà, ça prend un serial, un numéro de série. Ça accepte n'importe quel numéro de série, ça c'est faux, vous l'avez vu avec moi, mais c'est parce que moi j'avais le vrai ISO, j'ai pas fait sa méthode à lui avec le boot.iso, donc on s'en fiche. C'est dans sbin loader dans initRD, donc ça déjà premier point intéressant. Le ISO, il est constitué dedans il y a un fichier qu'on appelle initRD, donc c'est pas le programme mais le fichier qui est démarré, qui est lancé au démarrage, qui fait l'init. Et dedans, il y a donc un fichier sbin-loader, et donc c'est dedans qu'il a blanqué ces octets. Ça serait bien apprécié si un reverseur plus talentueux que moi pouvait regarder pouvait jeter un œil
à l'algo de création de clés et coder un keygen. Ben voilà, c'est fait. J'ai regardé, je n'ai vu personne, en tout cas, l'avoir sorti ou l'avoir mentionné un keygen de RedStarOS sur Internet. Donc, dire je suis le premier, je sais pas, mais en tout cas, l'avoir publié sur Internet, a priori, oui. Je crois que l'algo de création est localisé à cette adresse. Ça va être important. Donc, pour moi, ça m'a déjà bien aidé de savoir que dans UnitRD, il y avait un has-been loader. C'est là qu'il avait fait ses modifications. Et aussi que, d'après lui, l'ego était localisé ici. Bon. On va donc pouvoir continuer. Justement, on va ouvrir Binary Ninja, qui est un désassembleur, donc un outil pour faire du reverse. On va arriver à l'adresse qui était donnée 06 A820. On va d'abord commencer par le main, et donc au milieu du main, alors évidemment, vous allez voir que moi j'ai des mots-clés ici là qui sont bien affichés. Le code n'était pas comme ça, hein. Machine ID n'était pas écrit en dur dans le code comme ça, il n'y avait pas non plus une fonction Machine ID Generator. C'est moi qui, par Binary Ninja, ai renommé certains éléments pour me faciliter la vie quand je reprenais le fichier. Donc, on a un Machine ID qui est généré comment? Donc, on rentre dedans, puis paf pouf, ça demande de lire des fichiers, ça fait des trucs, et à la fin de la fonction, on peut voir qu'il fait un sprintf. Donc, il va écrire dans une variable, donc dans un pointeur, la chaîne de caractères suivants, RSS3, et puis pour son S, c'est le reste qui a été calculé dans EAX3. Évidemment, je me suis pas amusé à le lire, étant donné que le truc nous est donné sur l'écran. Donc, je me suis pas amusé à reverse ça, c'est donné, c'est donné. Je vais pas non plus prendre un milliard de temps à tout comprendre. Mais bon, je peux voir qu'il ouvre certains fichiers système, qu'il fait des calculs avec, bref. Donc, on a bien notre machine ID. Comment j'ai su que c'était la machine ID? Simple. Alors, déjà écrit machine ID ici. Alors, il n'y a pas de lien avec le machine ID ici, mais je veux dire, je sais que j'ai arrivé dans le bon morceau du code quand je vois une machine ID affichée ici, étant donné que je sais que c'est le truc qui est affiché sur le menu de démarrage, et là pareil, license key qui est affiché, bref. Et donc, machine ID, il est utilisé ensuite plus tard, il est là dans cette fonction, kgeninit, que forcément j'ai renommé. Alors, les fonctions dans Binary Ninja, c'est simple, c'est sub underscore l'adresse de la fonction. Et donc, si je vais dans kgeninit, je peux voir que je suis bien l'adresse 0806 à 820. Donc, je vous remontre le message de Slipstream. 0806 à 820. Donc, a priori, je suis dans la bonne partie du code. Mais avant ça, donc, machine ID, je vois qu'il est bien utilisé là. Mais c'est quoi le deuxième argument? Le deuxième argument, je vais pas l'appeler arcc parce que je sais pas ce qu'ils ont foutu. Ça, c'est le code généré, hein, ça, c'est n'importe quoi. Mais c'est bien qui, arcc égale qui, puis c'est arcc qui est utilisé, donc c'est bien qui qu'on peut retrouver dans le deuxième argument ici. Qui, si je remonte, je vois qu'il a été alloué à 4096 octets. Après, ils font de la merde. Honnêtement, ça a aucune utilité. Je sais pas ce que ça fout là. Mais peut-être le code générique, je sais pas. J'ai pas cherché non plus, ça m'intéressait pas. Mais malloc qui retourne une adresse impair, je veux pas y croire. Ou alors, les mecs ont recodé malloc, mais de façon très bizarre et pas adapté pour le CPU. Bref. Donc, le key. Voilà. Mais j'ai aussi plus haut un key input. Alors, quelle est la différence? Eh bien, en fait, le key input, c'est vraiment le texte que je vais rentrer au clavier dans le champ key, enfin le champ license key. Et le key ici qui est alloué, eh bien, en fait, j'ai nommé la fonction keygen pour une bonne raison. C'est parce que le keygen est inclus dans le binaire. En fait, ce que fait RedStarOS, c'est qu'il va générer lui-même la clé de licence il va générer lui-même la clé de licence en calculant le machine ID. Donc en fait, il a son propre keygen, mais ce qui fait que chaque machine a une clé de licence unique. Ce qu'on n'a pas l'habitude quand on fait un keygen, on se dit je te génère une clé de licence, je peux t'en générer 10 000, elles sont toutes bonnes. Là non, une clé de licence est unique. Elle sera utile pour une seule machine. Donc, on a key ici, qui ensuite est comparé à notre key input. On rappelle que arcc c'est key. Hein. Donc, on fait la comparaison.
Si ça marche pas, il y a un message d'erreur qui dit please input correct license key, et si ça fonctionne, on break la boucle et on va plus loin, on continue le code. Donc, on est à peu près sûr que keygen init va nous servir de keygen, étant donné que argc d'abord il est juste malloqué. Après ils font rien, ils font pas grand chose, enfin argc le key j'entends. Après ils font pas grand chose avec. Donc rentrons dans keygen init. Keygen init, je vais vous montrer d'abord autrement, comme ça. Ça c'est ce que j'avais à l'ouverture de keygen init, enfin de sub 806 à 820, la première fois. J'avais plein de variables dont plusieurs qui me disaient je ne suis pas utilisé. Ben, pourtant, t'es bien là, donc tu dois bien avoir une utilité. Alors après une petite recherche sur internet, je vois ces valeurs, donc ces espèces de magic value, là, magic number, écrit en dur dans le binaire, donc une petite recherche sur ces valeurs, voilà, et qu'est-ce que je trouve? MD5. Alors là, on pourrait du coup se demander, attends, t'es en train de me dire que, en fait, ils font juste du MD5 sur Machine ID? Alors oui, mais presque, du coup, pas totalement. Je vais vous montrer. J'ai ici un petit fichier où j'avais une machine ID. Et j'ai ici le MD5 généré. Et ça, c'est la clé qui était attendue. Alors je sais que c'est la clé qui était attendue parce que comme elle est générée quand on appuie une fois sur la touche OK quand on pense avoir généré la clé, eh bien en mémoire, la clé est générée. Et après, pour ceux qui avaient vu les vidéos il y a un moment, sinon sur le dépôt, il y a un répertoire key extractor. Ce que je m'amusais à faire, c'était récupérer la mémoire de ma machine virtuelle et récupérer par un joli pattern la clé générée. Et du coup, je la trouvais. Donc je pouvais déjà récupérer les clés générées par VM, mais je peux pas encore générer de clés. Maintenant c'est bon, on peut tout faire. Et donc, je peux voir que le MD5 ressemble à ça avec toute la fait. Et je peux voir que ce qui était attendu, c'était ça. Bah si on regarde bien, c'est quand même très proche. Hein. Le FC, bon, après 1D, puis il y a le 4, 4284, bon là c'est C2, B4, mais ça fait quand même 1 sur 2 qui est bon. CB, je vais y arriver. CB, ok. F, ok, bon, il y a juste le 0,4 qui merde. Là, j'ai le 9 et là, j'ai le 7. Donc ça fait encore du 1 sur 2. Et là, j'ai bien 8B suivi du 2. Hop là, suivi du 2. Donc on peut voir que ce qui est attendu et la somme MD5 de ma machine ID sont très proches. Mais il y a quelques octets qui sont pas totalement là. Et après, ça, c'est du calcul que j'ai fait, qu'on pourra voir après, mais que j'ai fait à la main, comme vous pouvez le voir, et qui m'a permis de valider ce que je pensais. Et on verra ce que je pensais un peu après. Donc, j'avais ça. Donc, je comprends que c'est du MD5. Eh bien, en fait, ce qui vient dans Binanja, c'est que, on peut aller regarder les types qui sont donnés dans le binaire. Donc, je vois qu'il y avait un MD5 state ST. Si je regarde, voilà à quoi ça ressemble en termes de structure. Donc, MD5, alors j'ai quasiment doctorat maintenant, à force d'avoir regardé le code dans tous les sens et recherché le truc. Donc, vous avez des registres ici, qui vont être utilisés sur des rounds, enfin bref, je m'en fous. Vous avez des registres ici qui sont 4 octets, enfin 4 x 4 octets séparés. Vous avez ensuite NL et NH qui sont utilisés pour le nombre de tours utilisés. On s'en fout, mais ouais, vous avez NL et NH, ça c'est important. Ensuite, vous avez data, donc c'est là où il y aura votre valeur MD5. Et puis ensuite, il y a num, dont on se fout complètement pour la suite. Nous, faut bien se dire, on va reprendre cette structure, et puis pour l'appliquer, ça devrait fonctionner. Eh bien en fait, pas totalement. Vous allez voir pourquoi. Donc ça, c'est bien ma structure MD5. D'ailleurs, si je regarde dans le binaire, je peux voir que j'ai des fonctions qui se nomment... Alors ça, c'est pas moi qui ai renommé, c'était de base comme ça. Mais j'ai bien MD5 init. Alors la structure, par contre, c'est moi qui l'ai mise, pour histoire de valider. Donc j'ai bien remis une structure MD5 state, comme on a vu dessus, et puis, oh bah tiens, ça fonctionne bien, j'ai A qui est égal à ça, j'ai B, j'ai C, j'ai D, j'ai NL, j'ai NH, j'ai num. Le problème, c'est que quand je voulais réappliquer ça sur ma fonction kginit, j'avais entre autres cette ligne qui était très bizarre. Parce que le résultat ici, c'est le num, sauf que moi, j'ai dû refaire une structure on va dire MDK, pour Korean MD5, où j'ai donc NLNH que j'ai fait un tableau
2 fois 4 octets que j'appelais bits count, parce que selon les implémentations, c'était soit play bit, soit count, donc pourquoi pas. Ensuite, ABCD, pareil, j'ai fait un tableau, ça sera utile pour la suite. Ensuite, j'ai data. Et ensuite, le num, en fait, c'est un tableau que j'ai appelé result. Et c'est là où sera la clé. Comment je sais? Il y a 2 choses. J'ai une variable ici qui va sur MDK de result. Mais en termes d'affichage, c'était ça, hein. MDK de result, enfin, en fait, j'avais rien. Moi, j'avais juste des var84, var80, var7c, var un truc. Là, j'avais un EDI. EDI, c'est égal à var30. var30, il est là. Enfin, voilà. Vous avez vu que pour comprendre ce qui se passe, faut un tout petit peu de recherche avant. Bon, comme c'est du MD5, une structure qui va bien, c'est simple. Mais j'ai quand même dû un peu modifier la structure pour que ça fonctionne. Parce que ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'il y a data qui reçoit le MD5, mais il y a result qui reçoit le MD5 modifié qui sera la clé. On verra après comment. Donc, j'avais dit qu'on a MD5 init. Pareil, on a d'autres fonctions MD5. On a MD5 update. Donc, j'ai vu à quoi ça ressemblait. On a MD5 transform. J'ai vu à quoi ça ressemblait. Et puis, c'était immonde, mais j'ai quand même dû regarder. Et puis, on a MD5 final. Et puis, j'ai vu à quoi ça ressemblait aussi. Eh bien, ces fonctions, hop, eh bien, je les retrouve ici. Alors, évidemment, c'était pas ce nom-là, mais j'ai keygen update. Et puis, ça ressemblait pas du tout à MD5 update, mais j'avais compris que c'était ça quand même. Parce que le début ressemblait un peu quand même. Keygen final, pareil, le début ressemblait, mais ça, la fin, elle est très importante parce qu'elle n'est pas dans MD5 final, elle. C'est là où tout se joue. Et le transform, bah ça, bizarrement, j'ai compris que c'était transform direct. Hein. Ça y a pas photo, j'ai pas cherché longtemps. Bref, donc on peut se dire, bah en fait, tout ce que t'as fait, c'est t'as extrait le code, et puis t'as recompilé. Well, yes, but actually, no. On va voir comment, pourquoi. Je pouvais pas non plus reprendre tout le code parce que parce qu'il fallait que je recomprenne les structures, comment c'était foutu. Parce que le code généré, bah, il est pas toujours bon. Parfois, il y a des interprétations un peu douteuses. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai croisé mes informations avec d'autres désassembleurs pour voir ce que les autres désassembleurs me donnaient. Donc, il y a entre autres Ghidra, par exemple, IDEA, voilà. Et donc, bah, c'était cool de jouer avec plusieurs outils et de croiser les informations pour voir comment est-ce que l'un interprétait un truc et comment est-ce qu'un autre interprétait autre chose. Bref. Donc, on fait un update, tout va bien. Même si ça ressemble pas du tout, par exemple, le Kijin Transform qui est ici, n'est jamais utilisé dans le cadre de notre exécution de création de clés. Ce que je veux dire, c'est que même dans le binaire dans l'installation, quand il va passer ici, il passe pas par Kijin Transform, mais alors pas du tout. Parce qu'il respecte pas les conditions qui sont là. Bref. Donc j'ai essayé de tout reprendre, puis après je suis allé moi-même reprendre des implémentations de MD5, dont une justement de Red Hat. Et j'ai essayé de comprendre et de modifier, je comprenais pas, bref. Voilà, j'ai fait vraiment beaucoup de lectures, de recherches et de tests avant enfin d'appliquer la méthode du canard en plastique, le debug par le canard en plastique, la meilleure méthode au monde. J'avais commencé une vidéo, mais j'avais coupé le son, donc là j'ai une vidéo de 20 minutes sans son. On me voit juste bouger la souris. Mais où j'expliquais du coup à voix haute tout ce qui se passait, jusqu'au moment où je tombe sur Keygen final. Et donc, Keygen final, je peux voir que il y a encore une énième boucle où il fait des copies. Faut savoir que je me suis un peu laissé avoir dans le sens où Keygen update, il a une boucle ici qui en fait c'est juste un même copy. Alors comment ça se voit? C'est simple. Le data qui est ici, le MDK data, si je reprends son adresse ici, c'est structure MDK plus 0x18. Vous pouvez voir le 18 qui est ici, c'est bien sur data. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais bien MDK plus data plus J. Donc MDK plus 0x18 plus J. Et qu'est-ce que j'ai à côté? J'ai MDK plus 0x19 plus J. Et puis là, j'ai MDK plus 0x1a plus J. Et là, j'ai MDK plus 0x1b plus J. Donc évidemment, c'est en hexadécimal, mais si vous voulez, on peut passer en décimal, histoire de valider certaines choses. Donc là, on a 27, 26, 25. Donc le 0x18, bah forcément c'est 24. Puis on a le 0x19 à 25. Bah le 18, ça va être 24. Donc on a bien MDK plus 24, MDK plus 25, MDK plus 26, MDK plus 27. Et donc en fait, ce qu'il fait, tout simplement,
c'est qu'il va faire un décalage, donc ici de 8 bits, ici de 16, et ici de 24. Et donc, représentez-vous 32 bits. En fait, ce sont 4 champs de 8 bits, un avec un décalage à 0, un avec un décalage à 8, un avec un décalage à 16, et un avec un décalage à 24. Donc on fait de 0 à 8, de 8 à 16, enfin de 0 à 7, de 8 à 15, de 16 à 23 et de 24 à 31. Donc on a bien de 0 à 31, 32 bits, donc 4 octets. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on copie juste 4 octets les uns à la suite des autres. Donc c'était juste un même copie. Je sais que c'était super long d'expliquer ça, mais vous allez comprendre pourquoi c'est ça qui va bloquer. Donc je vois un même copie ici. Je me dis, ok, c'est un même copie, c'est tout con. Je blabla, je vois un même copie ici. Ok, c'est un même copie, c'est tout con. J'ai là, j'ai un même copie. Ok, c'est un même copie, c'est tout con. Et je suis passé à travers ce code, comme un idiot, en me disant juste que c'est un même copie. Alors qu'en fait, si on regarde de plus près, si on n'est pas un espèce de gros attardé con comme moi, on peut voir que là, il y a des opérations binaires un peu bizarres qui se passent. On peut voir qu'il fait une opération bitwise qui fait un et sur chaque octet. Sachant que là, il n'y en a pas, donc en gros, en fait, il fait juste un et 0x ff. Vu que et tout à 1, bah, c'est égal à la valeur dont on fait le et, enfin, sur laquelle on fait le et. Donc, en fait, ça, c'est juste des octets qui sont modifiés sur certains bits. Si je reprends mon fichier texte, je peux voir que j'ai ici le MD5 de mon expected, ici le MD5 de mon... enfin le binaire de mon MD5 et ici le binaire de mon expected. J'ai ici les 4 valeurs avec lesquelles je fais des opérations bitwise. Et donc si je prends mon MD5 et que je fais des opérations, donc c'est-à-dire, on peut voir ici 1, 1, donc c'est FF. Là j'ai 1, 15, donc c'est 1F, ce qu'on trouve ici. Là j'ai 4, pardon, là j'ai 4, 15, donc c'est-à-dire 4F. Et enfin, là j'ai 8, 15, c'est-à-dire 8F. Et ensuite on repart sur un bon petit FF. C'était où oui. FF, 01F, 04F, 8F, FF, 01F, voilà. Donc en gros, on boucle juste sur ces valeurs, on applique le bitwise sur à chaque fois le banner, ben voilà, on a un résultat, et le résultat, bizarrement, il est égal à l'expected. Voilà, c'était juste ça. C'était aussi con que ça. C'était aussi simple que ça. Mais en fait, c'était aussi complexe que ça. Pourquoi complexe? Enfin, plus long. Bah, parce qu'avant de comprendre ça, bah, il a fallu comprendre le code. Enfin, regarder le code, le comprendre, réappliquer des valeurs, faire des tests, faire des ceci, faire des cela. Outrepasser le fait en se disant que c'est juste un même copie à la con, alors que c'était pas du tout un même copie à la con parce qu'il y avait ces trucs-là. Bref, voilà. Donc, aussi, j'avoue, un peu de mauvaise volonté de ma part. Parce que j'avais juste pas vu les 3 merdouilles qui sont là. Bon. Ceci étant, on a quand même un keygen qui fonctionne. Ce qui fait que du coup, ce qui se passe ensuite, c'est qu'on va écrire ici depuis key. À chaque fois, deux caractères hexadécimales. Le 0,2, c'est pour dire j'en veux toujours 2, quoi qu'il arrive. Comme ça, si j'ai 15, au lieu d'avoir F, j'ai 0F, par exemple. Et donc X pour dire hexadécimal. On écrit tout ça dans S. S, qu'est-ce que c'est? C'est ici, c'est un pointeur vers keybuffer. Keybuffer, je rappelle, c'est notre clé. Donc, enfin, c'est notre espace mémoire qu'on a alloué pour pouvoir écrire la clé. Donc, la boucle qui est ici, tout ce qu'elle fait, c'est écrire la clé, avec en plus un petit tiret tous les 4 octets. Je peux vous montrer. Display as caractère, c'est le tiret. Donc, le tiret qu'on voyait dans graphiquement, et bien en fait, il s'y trouve pour de vrai. Mais moi, quand j'écrivais ma clé à la main, enfin au clavier, en fait, le code ajoute tout seul les tirets là où il faut. Mais en soi, voilà, les tirets font partie de la clé. Bref, donc on écrit la clé, on retourne dans le main. Je peux en dans le main. On fait le string compare, et puis comme c'est bon, pouf, on peut continuer le code. Voilà, c'était aussi con que ça.
Ce qui fait que le code actuel, à quoi est-ce que c'est qu'il ressemble? On va aller voir un tout petit peu. Donc, j'ai appris le code de... C'est où? De Red Hat, puisque j'ai le droit. Mais j'ai pas totalement repris, j'ai fait il y a quelques modifications par-ci par-là, mais quasiment rien en termes de ce que j'ai fait, de ce que j'ai repris. Donc MD5 init il y est, MD5 update il y est, MD5 final il y est, mais j'ai modifié un truc, le même SETI, le truc de remettre à zéro, non, ça j'ai enlevé, parce que j'avais besoin de certaines informations, justement. Ensuite le MD5 Transform, le MD5 Transform j'ai pas pris celui de Red Hat, j'ai pris celui que j'ai extrait avec un désassembleur, et puis j'ai réutilisé. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai réussi à valider... alors, les deux fonctions sont les mêmes. Hein. Le vrai MD5 Transform de Red Hat et le truc que j'ai sorti là, désassemblé, ça sort la même valeur, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que quand j'ai validé le fait que le keygen fonctionnait, c'était avec cette fonction-là, je me suis dit, oh vas-y, c'est drôle, je vais laisser celle-là. Mais bon, en soi, c'est juste dégueulasse. Hein. On est d'accord, c'est dégueulasse à lire, mais ça fonctionne, c'est l'essentiel. Tac, tac. Ensuite, le MD5 sum, ça c'est pour afficher, bah, voilà, on retrouve le 0,2x, hein, c'est bon. Qui format, ça c'est 2 mois, c'est histoire de dire, je mets tout en majuscule, et je mets ça que sur 20 caractères, parce que la clé c'est 20 caractères. Voilà. Et donc, ce que je fais ici, bah, je regarde bien que ça commence bien par RCS3, que ça fait bien 16 octets. Ah oui, je dis que c'est 20, mais c'est parce qu'il y a les 4 tirets. Donc 16 plus 4 tirets, ça fait bien 20. Voilà, là je fais mes petites variables, blablabli, blablabla, dabedou, dabeda. Et donc ici, bah, on retrouve justement tout l'intérêt du keygen, c'est-à-dire les opérateurs bitwise. Voilà. Tout était là. Donc j'ai juste eu à faire du MD5 et récupérer les résultats et appliquer les opérateurs bitwise. Hop, on affiche ça joliment avec des tirets qui vont bien. Et pif paf pouf, c'est terminé. On a un keygen. Et voilà. Donc le lien dans la description pour ceux qui veulent récupérer l'outil. Pour la suite des événements, alors il y aura une vidéo qui sera aussi de la vulgarisation, mais en anglais, parce que j'ai envie de répondre à Slipstream, qui dans son message... Non. Qui dans son message... bah voilà, si quelqu'un peut faire un keygen, bah qu'il le fasse. J'ai vu personne le faire, donc moi je l'ai fait entre autres, entre guillemets pour lui, dans le sens où j'avais regardé, personne l'avait fait, je me dis vas-y, je vais être le premier à le faire, ça va être drôle. Et je lui enverrai histoire de dire, mais c'est genre c'est 15 ans après, enfin je sais plus quand est-ce qu'il a sorti ça, je crois que c'était en 2013, donc bon, on est vraiment 12 ans après les événements. Mais je crois qu'il est encore en activité sur certains sites genre Reddit et compagnie, donc peut-être que j'enverrai un message privé, on verra s'il le voit. Mais donc voilà, il y aura une vidéo en anglais pour lui, en gros pour les anglophones. Et pour la vraie suite des événements, bah écoutez, si quelqu'un de Corée du Nord écoute ce message, je souhaite la nouvelle version de Red Star OS, aussi bien la version comment dire, utilisateur, enfin desktop, que serveur. Voilà, donc on trouve un moyen, vous contactez quelqu'un de l'ambassade en France, ou enfin voilà. Vous me contactez, on se contacte, on se fait une bouffe, et vous rapportez une petite clé USB qui va bien, et voilà. Et je paye le resto, évidemment. Pour remercier. Donc voilà. Pour la suite des événements, tout ce que je demande, c'est un nouveau Red Star OS avec lequel m'amuser. Et puis je pense que ça sera bien. En attendant, pour les autres, eh bien je vous dis prenez soin de vous et à une prochaine vidéo.